Le cannibalisme est un objet de recherche comme un autre. Si exacte soit-elle, cette affirmation se heurte à la destinée chaotique du thème anthropophage au sein des sciences humaines et sociales. Reformulons donc d'emblée l'enjeu. Le cannibalisme devrait être un objet de recherche comme les autres. Force est hélas de constater que les choses sont aujourd'hui bien plus complexes et que les conditions d'une discussion transdisciplinaire sereine à propos du cannibalisme sont rarement rencontrées. Tout d'abord, peut-on seulement utiliser le terme cannibalisme en ignorant ses ambiguïtés historiques, lexicales ou idéologiques? Nous restons par défaut enfermés dans une terminologie, les cannibales, le cannibalisme, fruit des premiers contacts de colons avec les habitants des Caraïbes et devenu très rapidement le véhicule de référence plus large à l'exotisme des confins et à la sauvagerie présumée de leurs habitants. Devrait-on alors plutôt parler d'anthropophagie? Ce choix présenterait une certaine pertinence étymologique. L'anthropophage est celui ou celle qui mange l'homme, mais ne nous délivre ni du simplisme du terme, ni de son lourd passif ethnographique semi-légendaire. Les cultures européennes du XVIe siècle qui s'emparent du nom des cannibales et en étendent rapidement l'usage, manquaient jusqu'alors d'un vocabulaire de la consommation humaine du même. Les anthropophages de l'ethnographie d'Hérodote dans l'Antiquité constituaient en effet un peuple fictif à part entière, mangeurs d'êtres humains par coutume alimentaire, au même titre que les ichthyophages, par exemple, étaient mangeurs de poissons. Avant la période moderne, le nom gréco-centré de cette peuplade ne fut, à ma connaissance, jamais recyclé pour désigner des comportements que l'on dirait aujourd'hui anthropophages. Longtemps, donc, il n'y eut que des anthropophages avec une majuscule et pas d'anthropophagie, comme il y eut ensuite les cannibales avec une majuscule avant qu'il y ait le cannibalisme. Les seuls mots qui nous permettent de dire notre objet sont ainsi chargés de références péjoratives et appartiennent à la sémantique de la domination culturelle et du colonialisme. L'impossible renouvellement du lexique cannibale est l'une des étrangetés de ce champ de recherche. Cet état de fait participe aux tensions auxquelles donne lieu tout échange sur ce thème. Notre terminologie contestable se double par ailleurs d'un flou conceptuel. De manière surprenante, la littérature scientifique dédiée au cannibalisme s'est peu préoccupée de la définition sérieuse de son objet. Une typologie informelle s'est néanmoins imposée au fil des publications, égrénant diverses incarnations du cannibalisme qui devient ainsi endo, auto ou exo-cannibalisme, cannibalisme funéraire, guerrier, médical, de survie, pathologique, etc. L'absence d'une définition bien établie et partagée est à la fois une nouvelle source d'incompréhension et le symptôme d'ambiguïté jamais résolue. Dans le cadre de cette communication, on prendra le parti d'une définition fonctionnelle, souple et évolutive du si mal nommé cannibalisme, conçu comme le traitement à caractère alimentaire, réel, imaginaire ou métaphorique d'un humain ou d'un ou de plusieurs de ses constituants ou produits par un humain, quelles que soient les motivations du ou des protagonistes et le contexte de ce traitement. Cette définition ouverte choisit de ne pas limiter a priori ce qui serait ou non authentiquement cannibale. Elle est fondamentalement empirique et s'abstient notamment de hiérarchiser ou de discriminer croyances et pratiques. Elle inclut tout à la fois le cannibalisme des affamés, celui des êtres invisibles, celui des tueurs en série, celui de l'Eucharistie, celui des mots et des gestes de l'érotisme, ou celui de l'autre, proche ou lointain. Cette définition, par ailleurs, nous permet d'écrire une histoire des diverses formes de cannibalisme dans le contexte de l'Europe d'avant Christophe Colomb. Hérodote, on l'a déjà évoqué, a notamment joué un rôle majeur dans la cristallisation des stéréotypes ethnographiques pour les 2000 ans qui ont suivi la publication de sa grande enquête. En plus des mystérieux anthropophages, peuplades nordiques dont il ne dit à peu près rien, le savant grec construit un monde fait de cercles civilisationnels concentriques où l'éloignement par rapport à la civilisation grecque est synonyme de sauvagerie croissante. Et, à coup d'anecdotes historiques plus ou moins légendaires ou de la description de coutumes réelles ou imaginaires qui lui semblent étranges, il place le cannibalisme sous des formes diverses dans l'ensemble des confins du monde grec, au nord, au sud et à l'est. Bien informé, relativement prudent dans ses descriptions, Hérodote a néanmoins construit un récit correspondant à une certaine vision du monde. Directement ou indirectement, son œuvre alimente celles qui, par la suite, tenteront de réconcilier l'évolution du contexte historique avec l'autorité de la tradition ethnographique, en matinant l'ensemble de lieux communs littéraires. Les mangeurs d'hommes en tout genre, y compris les fameux anthropophages,
auront ainsi tendance tout au long du Moyen Âge à se concentrer au nord-est du monde connu, c'est-à-dire dans des terres dont on soupçonne l'existence, tout en ignorant, dans les faits, tous leurs habitants. Le cadre de référence ethnographique des érudits européens ne change qu'à partir du XIVe siècle. Les premiers témoignages de voyageurs revenus d'Extrême-Orient commencent alors à se répandre en Europe. Les témoins directs sont toutefois rapidement éclipsés par le mystérieux Jean de Mandeville, un ethnographe en chambre qui réalise l'audacieuse synthèse des légendes anciennes, des descriptions ethnographiques novatrices et des stéréotypes inédits ramenés par ses contemporains. Il en résulte un basculement décisif. C'est la fin des mangeurs d'hommes des confins septentrionaux et l'émergence de la figure du mangeur d'hommes des pays chauds qui vit dénudé. Son lieu de vie, une multitude d'îles situées en Asie du Sud-Est. Ces références ethnographiques sont, au moins en partie, celles de Christophe Colomb et de ses successeurs lorsqu'ils prennent la route des Indes. Les mangeurs d'hommes des confins confrontent les Occidentaux à une altérité menaçante et extérieure. Ils structurent l'univers en offrant un contrepoint absolu à la norme culturelle. Par analogie, l'Europe antique et médiévale se définit des altérités internes, elles aussi menaçantes et prédatrices. Il s'agira d'abord des chrétiens minoritaires aux yeux des polythéistes majoritaires, et ensuite des juifs minoritaires aux yeux des chrétiens majoritaires. Le groupe minoritaire, entre autres fantasmes, est accusé de s'en prendre au groupe majoritaire en sacrifiant des enfants, en les dévorant ou en buvant leur sang. Souvent sceptique face à ces accusations, le pouvoir religieux ou politique n'en laisse pas moins à intervalles réguliers se dérouler des expéditions punitives et des massacres motivés par celles-ci. Même fantasmé, le cannibalisme a ici des conséquences bien réelles pour ceux que l'on soupçonne de le pratiquer. Il en va longtemps de même pour ceux, et surtout celles que l'on accuse de sorcellerie, autre menace interne au tissu social et à laquelle sont associées des formes fantasmées de cannibalisme, qu'on le retrouve d'ailleurs dans bien d'autres contextes culturels. On notera en passant que les sociétés occidentales contemporaines ont conservé des anxiétés de dévoration comparables dans la littérature des contes ou encore dans de nombreuses légendes urbaines. Pour les femmes et pour les hommes des sociétés pré-industrielles, néanmoins, le cannibalisme n'est pas seulement un objet distant, instrument de figures déviantes ou situé en dehors du tissu social normal. Il surgit en effet lors de chaque crise alimentaire. Il est la peur absolue au bout du chemin de la famine, et il est un objet privilégié des rumeurs de la faim. Historiquement, les récits de personnes affamées qui ont prélevé de la nourriture sur les corps de leurs semblables sont nombreux. Tout indique néanmoins que la réalisation effective d'un tel choix alimentaire suppose des conditions rares et particulières, seul à même de renverser les barrières psychologiques et sociales qui maintiennent habituellement à distance un choix alimentaire de ce type. Pour incarner cet ultime recours, la chrétienté médiévale dispose d'un archétype omniprésent, celui de la mère cannibale. Inspiré principalement par un épisode tragique du récit par Flavius Joseph de la prise de Jérusalem par les Romains au 1er siècle de notre ère, ce personnage fait l'objet d'une riche iconographie et apparaît par exemple sur les scènes de théâtre du Moyen Âge. On y rencontre une femme, privée de tout dans la ville assiégée, qui tue, cuit et mange son enfant avant de confronter les défenseurs de la ville à leur responsabilité dans son malheur. Pour l'exégèse chrétienne, elle incarne le châtiment infligé par Dieu au peuple juif après la mise à mort du Christ. Décrire une fin telle que, ouvrez les guillemets, les mères mangent leurs enfants, devient un lieu commun des chroniques médiévales. Peu importe alors pour les auteurs et leur auditoire que les faits soient avérés. Une telle invocation sert avant tout à rappeler que la faim qui frappe le peuple doit être comprise comme une punition divine. Force est de constater que le cannibalisme, dans la tradition occidentale, est toujours à mi-chemin entre la réalité et l'imaginaire, et n'est jamais univoque. En tant que transgression fondamentale, il suscite la répulsion. Et simultanément, il est raconté, répété, représenté à l'envi. En marge, il se trouve même recherché ou recommandé. C'est le cas dans certaines pratiques magiques, dénoncées par les autorités religieuses, ou dans des prescriptions médicales, qui, elles, font longtemps autorité, malgré le dégoût volontiers exprimé à leur égard. Le sang humain ou l'urine sont ainsi recommandés pour soigner certaines affections, et figurent dans des recueils de recettes pharmacologiques. Plus célèbre, l'absorption de momies, c'est-à-dire de matières issues idéalement d'authentiques momies égyptiennes, se poursuit jusqu'au début de la période contemporaine en Europe. Enfin, n'omettons pas la centralité dans les pratiques culturelles de l'Occident chrétien du sacrement de l'Eucharistie,
qui répète quotidiennement la consommation de la chair et du sang du Christ par les fidèles. Cette consommation est affirmée comme littérale et non symbolique. La doctrine théologique qui s'impose autour de l'an 1000 affirme que l'action du prêtre transforme véritablement le pain et le vin eucharistiques en chair et en sang du Christ, même si leur apparence ne change pas. Nombre de récits de miracles et autres visions mystiques viennent régulièrement rappeler ceci aux fidèles, tantôt montrant le Christ qui verse lui-même son sang dans le calice, c'est ce que vous voyez à l'image, la messe de Saint Grégoire, tantôt racontant des histoires d'hosties qui saignent sous les coups d'un non-chrétien. Cette rapide évocation est là pour nous rappeler qu'il existe un bagage cannibale typiquement européen. Ce bagage est celui qu'emportent avec eux les aventuriers, les opportunistes ou les idéalistes de tout poil qui, dès la fin du XVe siècle, se lancent sur toutes les mers du monde à la poursuite d'objectifs divers. L'abondante littérature occidentale engendrée par ces mouvements est évidemment marquée par ses fondements culturels. Comment pourrait-il en être autrement? Devenus auteurs, ces voyageurs nous livrent des récits dont la finalité première n'est que rarement scientifique ou proto-scientifique. Les faits, ils sont systématiquement soumis à des clés de lecture et d'interprétation subjectives. Ce constat ne doit toutefois pas nous entraîner dans une impasse méthodologique. Le fait de reconnaître le poids de ce passif culturel dans la littérature du contact avec les nouveaux mondes ne peut pas nous enfermer dans le débat du vrai contre le faux. Le vaste corpus ethnographique pré- ou proto-scientifique n'est pas le produit d'un panel d'auteurs que l'on pourrait classer en deux colonnes, l'une pour les menteurs et fantaisistes, l'autre pour les témoins objectifs et dépassionnés. Comme c'est le cas pour tout document historique, l'auteur d'une description a toujours des mérites et des faiblesses qui peuvent lui être propres ou qu'il peut partager avec certains de ses contemporains. Plus encore, chaque œuvre de chaque auteur possède des caractéristiques qui contribuent à moduler sa valeur, toujours discutable en tant que témoignage. L'esprit critique doit ici favoriser la nuance et refuser les dichotomies simplistes. Le contexte ainsi posé permet d'aller un peu plus loin dans le questionnement des méthodes de recherche sur le cannibalisme. La plupart de ceux qui ont effleuré ces enjeux ont en effet été confrontés d'une manière ou d'une autre aux tensions, aux affrontements et aux déchirures que le cannibalisme a fait naître dans la communauté scientifique. Mon champ de recherche initial, à savoir l'histoire des sociétés pré-industrielles en Europe, n'a ainsi qu'assez récemment accueilli des recherches qui ont fait du cannibalisme un objet d'histoire plutôt qu'un objet de curiosité. Longtemps, le cannibalisme sous toutes ses formes était perçu et décrit pour son seul caractère anecdotique. Ironiquement, il jouait dans le récit historique scientifique un rôle exotique, analogue à celui qui lui était donné dans le canon des récits de voyage jusque dans le courant du XXe siècle. Il faisait ainsi davantage partie de la forme des analyses historiques que de leur fond. Il restait ornement plutôt qu'objet. À l'inverse, les études postcoloniales en particulier se sont pleinement emparées de l'objet cannibale afin de l'inclure dans leurs analyses des rapports entre dominants et dominés. Sous cet angle, néanmoins, le cannibalisme a souvent perdu en substance. Une fois limité à ses rôles d'éléments de discours, de symboles de sauvagerie ou d'outils d'affirmation, sa matérialité tend à être écartée par principe. De matérialité précisément, il en est beaucoup question dans l'archéologie du cannibalisme. Or, on sait qu'une trace archéologique n'est bien souvent ni explicite, ni univoque, et qu'elle n'équivaut en aucun cas aux gestes et à la culture qui l'ont produite. En l'occurrence, il n'a jamais été suffisamment démontré que les traces matérielles du cannibalisme, en particulier au niveau d'ossements humains, posséderaient des caractéristiques totalement distinctes d'autres traitements des corps humains, connus par ailleurs de la documentation historique et ethnographique. Ce n'est qu'à coup d'interprétation au forceps et de raisonnement circulaire que certains ont pourtant voulu définir une typologie des traces caractéristiques du cannibalisme, fondant ainsi un champ de recherche à part entière. Le risque méthodologique ne se trouve donc pas ici au niveau de l'analyse des traces elles-mêmes, qui a sa propre rigueur, mais bien au niveau de l'interprétation qui en est faite. Hypothèse crédible mais discutable sur plusieurs sites dans le monde, le cannibalisme va fréquemment prendre sans nuance la place d'honneur dans le titre des publications scientifiques et attirer, par la même occasion, un intérêt médiatique bien au-delà du microcosme archéologique. Tout ceci nous mène inexorablement vers le terrain miné de l'anthropologie du cannibalisme. Il est préférable de ne pas s'aventurer ici sans précaution, tant est palpable l'hostilité qui oppose sur ces questions certains courants de pensée et certaines figures majeures de l'anthropologie contemporaine.
Que retenir de la brutalité de ces échanges? Tout d'abord, il est utile de rappeler que l'anthropologie moderne ne s'est emparée que tardivement du cannibalisme en tant qu'objet de recherche à part entière. On pourrait débattre longuement des raisons d'être d'un tel état de fait. Puisqu'il est ici question de méthode, il faut mettre l'accent sur une caractéristique quasi unique du cannibalisme. Alors qu'il est mentionné dans une documentation abondante et relativement accessible, il reste pourtant désespérément difficile à cerner. La question à poser n'est pas celle de l'existence ou non du cannibalisme, mais bien plutôt celle des conditions de production d'un discours scientifique à son propos dans un contexte d'altérité. En effet, le cannibalisme, à d'infimes exceptions près, n'est pas un phénomène observé directement par les ethnographes contemporains. Ceci représente à la fois une contrainte méthodologique, car la documentation disponible n'est dès lors presque jamais professionnelle, entre guillemets, et est aussi une caractéristique objective du cannibalisme, à savoir que celui-ci est un phénomène passé et ou invisible à l'œil de l'expert. La clé se situe donc au niveau de la valeur de la documentation plus ou moins ancienne qui nous est accessible. Sa nature est diverse. Lettres, récits publiés ou non, traités plus ou moins érudits, documentation administrative, représentation figurée, mémoire et tradition orale, etc. Les limites de cet immense corpus ont été identifiées précocement par deux figures importantes de l'anthropologie du cannibalisme, à savoir tout d'abord dans l'entre-deux-guerres Ewald Wollard, un élève de Frobenius, et dans l'après-guerre Edward Evans Pritchard. Tous deux relèvent les failles de leur documentation, à savoir le manque généralisé d'informations détaillées, l'absence de témoins oculaires, l'influence de l'imaginaire occidental, l'interprétation délicate de témoignages obtenus dans des conditions douteuses, etc. Tous deux, pourtant, décident de balayer ces difficultés en appliquant le principe de la preuve par accumulation. Autrement dit, de nombreux indices douteux seraient équivalents à une preuve solide. Ou, comme l'écrit alors Evans Pritchard, il n'y a pas de fumée sans feu. En s'engageant sur cette pente dangereuse, comme beaucoup d'autres après eux, ces chercheurs nient certains principes épistémologiques essentiels. En effet, plusieurs témoignages douteux ne constituent rien d'autre que des témoignages douteux juxtaposés. Chacun d'entre eux doit être appréhendé pour lui-même, doit être confronté aux autres témoignages et doit être exploité pour son intérêt et ses failles individuelles. La controverse la plus brutale est finalement déclenchée par l'anthropologue américain William Arends en 1979, lorsqu'il dénonce sans embâge le mythe des mangeurs d'hommes. En ciblant quelques cas exemplaires, il met en évidence la faiblesse de la documentation et l'impossibilité d'y séparer le bon grain de l'ivraie. Du même constat que ses illustres prédécesseurs, il a tiré une conclusion radicale et opposée. Les réactions sont vives et illustrent à quel point le cannibalisme est un thème sensible, pour ne pas dire toxique, en anthropologie. Le débat fait rage pour savoir quelle opinion sera plus ou moins ethnocentriste que l'autre. Curieusement toutefois, l'intérêt pour les questionnements méthodologiques essentiels soulevés par l'auteur reste quasi inexistant. La discussion se veut volontiers plus morale ou idéologique que scientifique. Ce moment important pour l'étude du cannibalisme donne alors naissance à plusieurs types de publications qui cultiveront leurs différences en s'ignorant ou en se méprisant, tout particulièrement sur le plan méthodologique. On y retrouve parfois un déni total de l'enjeu documentaire et par conséquent un désintérêt pour la distinction entre faits et discours, entre actes concrets et symboles, entre le témoin et son sujet. À l'autre extrémité du spectre, des dossiers monographiques démontrent, dans un espace et une chronologie limités, l'inexistence d'indices probants de la pratique effective de l'une ou l'autre forme de cannibalisme. Les travaux les plus intrigants, néanmoins, sont ceux qui entendent utiliser les armes d'Arends pour le vaincre. Ce dernier, pourtant, n'a jamais affirmé que le cannibalisme n'avait jamais été pratiqué nulle part. Il insistait plutôt sur la prééminence d'un mythe entretenu par les discours des explorateurs et des colonisateurs, ce qui est assez différent. Quoi qu'il en soit, des chercheurs pensaient pouvoir renverser la théorie d'Arends
en démontrant que l'un ou l'autre groupe humain donné pratiquait bien le cannibalisme à un moment donné, documentation fiable à l'appui. Cela nous ramène à la question essentielle à résoudre pour fonder un discours raisonné et apaisé à propos d'une thématique aussi sensible et connotée que le cannibalisme. Dans quelles conditions notre documentation peut-elle nous informer sur les pratiques et les croyances de ceux dont elle parle, davantage que sur les préjugés et les attentes de ceux qui en parlent? La réponse est complexe, car il n'existe aucun témoin parfait, qu'il soit ou non question de cannibalisme. Les témoins directs ont évidemment une plus grande crédibilité, le profil culturel ou idéologique des auteurs doit être pris en compte, les influences et filiations entre auteurs doivent être considérées, et le type de publication influe aussi sur le contenu en fonction des attentes du public, parmi de nombreux paramètres à analyser. J'ai évoqué précédemment l'absence d'une définition partagée du cannibalisme et les contours flous de cet objet. Ce constat n'est nulle part plus vrai que dans cette littérature de réponse à Arens. On peut citer en exemple une étude des témoignages de missionnaires jésuites à propos du cannibalisme des Tupinamba du Brésil au XVIe siècle. On réalise bien vite, à la lecture de cette étude, que personne ne mange personne dans les extraits traduits et mis en exergue par l'auteur, bien que des corps y soient manipulés et des prisonniers sacrifiés. Au vu toutefois des conclusions affirmatives de l'anthropologue quant à la réalité incontestable du cannibalisme des Tupinamba, on en vient à présumer que certaines pratiques décrites seraient, aux yeux du scientifique et peut-être de ses témoins, les prémices ou les corollaires évidents d'un cannibalisme qui ne serait pas effectivement décrit. La subjectivité du scientifique se surimpose ainsi à celle des témoins anciens pour obscurcir toujours davantage notre compréhension des phénomènes en jeu. Or, la documentation ne peut donner que ce qu'elle contient. Et la documentation ancienne qui parle de cannibalisme, si abondante soit-elle, ne contient, dans la vaste majorité des cas, guère plus que de vagues références, quelques stéréotypes et des récits de seconde main. Pour parodier Evans Pritchard, bien conscient du problème et bien trop prompt à le contourner, il y a ici assurément de la fumée. Quant à savoir ce qui brûle et qui a allumé le feu, c'est une autre histoire. C'est en collaborant sans préjugés et sans interdit que les historiens, les archéologues et les anthropologues parviendront à sortir de l'ornière méthodologique dans laquelle les recherches sur le cannibalisme se sont trop souvent embourbées. Sans jamais perdre de vue que le cannibalisme devrait être un objet de recherche comme un autre, certes, mais qu'il est assurément un objet de recherche qui pose plus de problèmes qu'aucun autre. Je vous remercie de votre attention. On vous remercie de cette intervention extrêmement intéressante. On va passer peut-être aux questions, on fait un échange tout de suite. On passe à la communication suivante. Non, on fait des échanges. On fait des échanges au fur et à mesure. Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, j'invite à la salle à participer, à poser des questions, soit en levant la main. Donc là, je ne sais pas exactement comment on fait sur Teams. Peut-être leur préciser. Soit par écrit. Voilà. En attendant, moi, j'aurais une première question peut-être à vous poser. J'irais cette question du cannibalisme. Est-ce que c'est pas l'occasion aussi d'avoir une démarche réflexive un petit peu sur nos archives disciplinaires? En d'autres termes, parler aujourd'hui du cannibalisme en tant qu'objet de recherche, est-ce que c'est plutôt une chance ou est-ce que c'est un danger? Une chance dans le sens où potentiellement ça pourrait ouvrir de nouveaux horizons de recherche, mais un danger car inévitablement ça réactualise une thématique qui a été chère aux sciences coloniales ou à la science en situation coloniale. Et donc voilà, c'est, je dirais, est-ce que la science aujourd'hui qui s'intéresse au cannibalisme ne contribue pas à relégitimer en fait cette thématique qui a conduit à une construction de l'altérité assez néfaste? À mes yeux, le cannibalisme est un cas d'école extraordinaire. Moi j'ai cette orientation qui est profondément méthodologique sur ce travail-ci, donc je pense que c'est vraiment un objet d'étude fascinant pour ça.
pour peu évidemment qu'on l'aborde sous cet angle-là et en prenant ces enjeux-là en compte. Je crois que dans la littérature qui traite de cannibalisme, peu importe la discipline, même si évidemment c'est l'anthropologie qui tient le haut du pavé sur le thème, dans cette littérature, ce qui est étonnant, ce qui peut être dangereux à certains moments et ce qui est extrêmement intéressant et essentiel à d'autres, c'est justement de se confronter à ces lectures très diverses, à ces lectures qui peuvent être parfois terriblement littérales avec de bonnes intentions et qui sont parfois excessivement sceptiques avec les mêmes bonnes intentions. Donc c'est typiquement un thème qui permet quasiment d'écrire une histoire de l'anthropologie contemporaine, qui permet effectivement d'aborder toute une série de questionnements méthodologiques sur nos disciplines, mais qui en même temps a ce raisonnement qui peut être terrible, qui peut être extrêmement sensible auprès de groupes humains, de populations, de nations qui, d'une manière ou d'une autre, ont vu leur histoire ou leur culture être associée à cet objet, peu importe qu'il soit véridique, imaginaire, fictionnel, auto-assumé ou purement créé de l'extérieur. Je pense qu'il faut en parler, il faut absolument en parler. Je crois que le problème est justement qu'on n'a pas suffisamment parlé de ce thème et qu'on n'a pas suffisamment dialogué sur ce thème. Encore aujourd'hui, j'ai vu peu de publications qui se sont ouvertes aux différentes disciplines qui s'intéressent à ça. On est toujours dans une logique de repli. Et maintenant, depuis justement Arends, depuis les années 70, les années 80, on doit aussi gérer l'énorme corpus scientifique qui a été produit autour de ces débats et qui, comme je le dis, en tout cas à mon sens, n'est pas satisfaisant, n'apporte pas de réponse et n'a fait que renforcer la confusion. Donc voilà, je pense qu'il y a probablement un champ de recherche pour les 50 prochaines années qui est sans problème disponible autour du cannibalisme. Il y a des questions plus récemment? Je poursuis. Pas pour l'instant, tu peux. Donc oui, j'aurais une deuxième question. C'est vous dites il faut parler du cannibalisme. C'est votre thématique de recherche, hein, donc on comprend tout à fait. Mais je pense que la question peut-être qui se pose, c'est de qui nous parle le cannibalisme, hein, et non pas de quoi. Hein. De qui, c'est-à-dire que parce qu'il y a une ambiguïté qu'il faut lever. Est-ce que ça nous parle réellement des peuples autochtones? Ou est-ce que c'est plutôt, j'irais, une façon d'aborder indirectement ce qui est en réalité une partie de l'histoire de l'imaginaire occidental? Je dirais simplement oui, évidemment. L'Occident, c'est par les peuples autochtones. Je dirais que c'est le cas pour n'importe quelle documentation, quel que soit le sujet abordé. Effectivement, quand un voyageur, quand un missionnaire, peu importe sa fonction, parle de cannibalisme, il en parle parce que pour lui ça fait sens. Et donc, dans chaque témoignage de cannibalisme, il y a effectivement des informations et l'expression de ce qui est d'abord une culture du regard occidental. Après, évidemment, c'est tout l'enjeu des discours postcoloniaux, c'est de savoir dans quelle mesure l'interaction va se créer autour de ce regard, autour de ce discours. Et j'en reviens à l'enjeu critique. Je pense que dans beaucoup de cas, cette documentation, voilà, est fondamentalement problématique parce que on n'est que dans la reproduction du stéréotype. Et donc ça, je pense qu'il y a un travail à faire pour, peut-être une bonne fois pour toutes, identifier dans cette documentation les éléments qui sont, en tout cas les documents qui seraient les plus dignes de faire l'objet d'une analyse vraiment détaillée, de sortir du côté « il y en a beaucoup, donc on est écrasé par cette documentation ». On doit admettre que dans les cas où les éléments sont les plus allusifs, oui, on est dans
dans un pur discours réflexif de l'occidental par rapport à lui-même. C'est un miroir de l'Occident. Dans les cas les plus élaborés, dans les descriptions les plus précises, là, on peut rentrer effectivement dans une discussion sur l'interaction alors entre ce qui est réellement observé, entre ce qui est réellement le fait des populations qui sont observées et l'impact que ce qui est observé a sur le regard du témoin. L'exemple que je citais, et je pense que ça résonne aussi avec ce que Dominique citait tout à l'heure, cette problématique de la confusion entre des traitements qui sont infligés à des corps après la mort, qui peuvent être effectivement des démembrements, des cuissons, traitements qui, tout simplement par absence de logiciel intellectuel pour donner sens à ces traitements en dehors d'une pratique alimentaire, dans le discours de nos témoins, vont devenir simplement, ce sont des éléments de cannibalisme. Là où, effectivement, celui qui a pu assister à la cuisson du corps de Saint-Louis ou à son démembrement, même si le lien entre ça et une pratique de préparation alimentaire a évidemment pu apparaître, ne s'est jamais dit « Ah ben peut-être qu'on va le manger en fait ». Et ce qui est intéressant, c'est justement pourquoi est-ce que dans un cas, le lien ne se fait pas? Tout simplement parce que culturellement, ça paraît être une évidence qu'on ne va pas aboutir au cannibalisme. Et pourquoi est-ce que dans le regard, par contre, d'une pratique similaire dans un endroit entre guillemets exotique, ceci est interprété comme un élément de cannibalisme et reproduit finalement dans certaines parties de la littérature scientifique comme là aussi preuve de cannibalisme. C'est vraiment un jeu d'interaction qui est essentiel et d'aller-retour permanent entre le regard et les faits qui sont observés autour d'une thématique qui indubitablement déclenche une réaction chez le témoin. Il n'y a pas de témoin pré-scientifique du cannibalisme qui l'aborde sans lui donner un sens particulier, que ce soit pour défendre les indigènes concernés ou que ce soit pour les discréditer ou pour insister sur leur sauvagerie. D'accord. Une réaction? Dans la salle, pas de questions? Pas de questions? Si, moi j'ai toujours des questions. Oui. Bon, j'avais une troisième question. Et puis après je termine là-dessus. C'est sur l'idée, sur la question des sources que posait tout à l'heure Dominique, évidemment tout à fait essentielle. Est-ce que, je dirais, au XVIIIe, surtout au XIXe siècle, et dans le premier tiers, on va dire, du XXe siècle, est-ce qu'il n'y a pas une césure entre ce qu'on pourrait appeler des historiens ou des anthropologues de cabinet, et puis les voyageurs, les explorateurs, qui ont probablement un discours différent, justement, sur l'anthropophagie, entre ces deux collectifs savants? C'est une question plus difficile pour moi. Ça mériterait certainement effectivement d'être creusé. Je ne suis pas certain qu'on puisse le dire à coup sûr. Je pense que des exemples, en tout cas que je connais, on peut avoir des gens qui effectivement ont véritablement fait un travail proto-ethnographique dans ces périodes-là, avec effectivement un travail de terrain, avec une connaissance du terrain, et qui sont purement dans le stéréotype et l'allusion extrêmement vague, évidente à telle population est cannibale, point. Voilà, le nombre de livres qui sont titrés Voyage au pays des anthropophages, ou qui ont en tout cas une référence à ça dans le titre, alors que dans le contenu, finalement, on a des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes, mais très très peu sur le cannibalisme. Donc effectivement, probablement un élément intéressant à creuser, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse partir du principe qu'il y ait une différence fondamentale, que l'ethnographe soit en chambre ou ait visité le terrain.
ces stéréotypes et ces préjugés ne sont pas fondamentalement différents au départ. Et donc c'est vraiment dans le traitement de la documentation et la réception des témoins, l'ethnographe en chambre qui réceptionne toute une série de témoignages directs et tente d'en faire la synthèse peut faire preuve de davantage d'esprit critique ou de finesse d'analyse que le pré-ethnographe de terrain. Donc, question intéressante, certainement. Moi, je ne veux pas accaparer la parole, juste s'il y a des questions dans nos spectateurs à distance, dans l'assistance à distance, je ne sais jamais trop comment dire, n'hésitez pas à décocher vos micros et à prendre la parole si vous le souhaitez. Sinon, pour ma part, évidemment, je remercie beaucoup Vincent d'avoir accepté de participer à notre colloque. On avait échangé déjà un petit peu il y a quelques mois. Je tiens à souligner l'ouvrage que vous avez écrit et qui est, à ma connaissance, le plus complet sur l'histoire du cannibalisme à l'époque antique et médiévale en Europe, qui, en tant qu'historien, moi en tout cas, a levé, c'est pas un tabou, mais un silence dans le regard que j'avais sur cette thématique qui est le cannibalisme en Europe. Et c'est pour ça qu'on souhaitait vous placer en fait en pole position, là, en première position du colloque, c'est-à-dire pour remonter à la source des sources. Avec quel imaginaire les Européens arrivent lorsqu'ils découvrent les différentes terres qui seront leurs futures colonies aux Amériques, en Océanie. Et cet imaginaire, il a été construit sur du cannibalisme réel ou fantasmé, mais en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être assez mal connu par les Européens eux-mêmes. Je ne suis pas sûr qu'on l'enseigne dans les programmes scolaires. Hein. Et bien sûr par les non-européens qui peut-être ont l'impression que les accusations de cannibalisme leur étaient réservées à eux et que le cannibalisme n'a jamais existé en Europe. Donc, c'est tout l'intérêt de votre introduction, notamment méthodologique, dans votre ouvrage que je conseille à tous en ce qui concerne le travail sur les sources du cannibalisme. Au-delà de ça, bon, je pense que les océanistes et les chercheurs sur l'Océanie qui vous écoutent ont reconnu quelques aspects que l'on a rencontrés souvent dans les écrits sur le cannibalisme en Océanie. Je citerai juste « il n'y a pas de fumée sans feu ». Alors, vous savez, c'est l'argument principal. C'est l'argument principal dans beaucoup d'ouvrages un peu datés maintenant, mais ça a été longtemps l'argument principal. Donc, les choses se recoupent d'un point de vue méthodologique. Moi, j'avais deux petites questions qui sont comme ça au passage. Hein. J'avoue mon ignorance du cannibalisme des êtres invisibles. Alors, je voudrais savoir à quoi correspond cette expression, et puis également à quoi vous pensez quand vous parlez d'une documentation disponible, mais presque jamais professionnelle. C'est des questions sur la marge. Ici, pour ce qui est quand je parle de cannibalisme des êtres invisibles, j'y mettrais essentiellement la problématique de la sorcellerie, qui, sous des formes infiniment diverses dans le monde entier d'ailleurs, s'exprime malgré tout souvent par cet aspect d'invisibilité, c'est-à-dire qu'il y a une forme de consommation, mais qui n'implique pas nécessairement de contact, ou voilà, c'est une consommation qui est entre le symbolique et le réel, mais qui est effectivement assez typique d'accusations de sorcellerie qui concerne l'Europe. Voilà, on est tout à fait dans le même type de stéréotype, mais qui dans d'autres contextes culturels s'exprime aussi avec des formes particulières. Même si, voilà, comme j'ai tendance à le dire, souvent ça ne pose pas le même problème d'interprétation, puisque dans l'œil du scientifique qui travaille sur cette documentation-là, la sorcellerie étant écartée dès le départ comme pratique réelle, finalement cette consommation est immédiatement perçue comme un élément d'imaginaire ou de fiction. J'ai perdu de vue la deuxième question. L'expression que vous avez utilisée pour parler d'une documentation disponible, mais presque jamais professionnelle. Je voulais savoir à quoi vous pensiez, en fait. C'est tout ce problème du cannibalisme qui fait que, de manière de manière presque comique par moment, on a cette impression que plus l'ethnographe professionnel, celui qui a été formé à la discipline ethnographique et à l'observation ethnographique, scientifique, professionnelle, au plus il avance,
plus le cannibalisme recule devant lui. Et on a effectivement très peu, il y en a quelques-uns, mais on a très peu de témoignages d'ethnographes qu'on pourrait qualifier de d'ethnographes formés, universitaires, qui va sur le terrain et qui est en mesure d'observer lui-même des formes de cannibalisme. De mémoire, on en a l'un ou l'autre exemple, notamment du cannibalisme de poussière d'os en Amazonie, me semble-t-il, qui a été là directement observé par un ethnographe contemporain. Dans les autres cas, en général, effectivement, quand l'ethnographe arrive, le discours, alors soit des populations, soit des personnes qui auraient pu observer plus tôt, et que non, le cannibalisme s'est arrêté. On a arrêté de le pratiquer avant que l'ethnographe professionnel ne puisse venir sur le terrain. Ce qui est, voilà, je le disais, à la fois doit être pris comme une caractéristique objective. Voilà, le cannibalisme a l'air d'échapper à cette observation professionnelle et un problème méthodologique, un problème méthodologique de base qu'on peut interpréter de manière différente et qu'il faut probablement interpréter de manière différente selon les contextes. Mais pour contourner cet écueil-là, c'est évidemment très compliqué et ça impose de croiser alors beaucoup d'éléments à la fois archivistiques, à la fois de mémoire orale, pour réussir à reconstituer ce qui effectivement aurait été une pratique passée mais abandonnée. Certains ont réussi à le faire de manière tout à fait intéressante, mais c'est vraiment très minoritaire les approches qui sont suffisamment poussées à ce niveau-là.